Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des mondiaux, du championnat du monde, la course au maillot arc-en-ciel, les courses au maillot arc-en-ciel même. On enregistre entre les courses du contre-la-montre qui ont eu lieu le week-end dernier et avant les courses en ligne. Donc on vous fait à la fois un petit débrief du chrono et une grosse preview quand même, parce qu'il y a un maillot arc-en-ciel à aller remporter pour le porter ensuite toute la saison 2025. Le parcours est particulièrement alléchant. Comme d'hab, il y a forcément des grosses start list et on va essayer un petit peu avec tout le monde, avec les chroniqueurs, de décortiquer, de voir qui va pouvoir l'emporter, quelles sont les meilleures chances, quelles surprises il pourrait y avoir également, parler des chances françaises pour aller remporter une médaille, voir le titre. Pour m'accompagner ce soir, peut-être que lui c'est le champion du monde des chroniqueurs, c'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu? Salut les gars, salut les copains, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très bien, merci pour ces éloges. Mais je pense pas non plus être le championnat du monde le champion du monde des chroniqueurs, mais en tout cas, ça m'a bien fait plaisir toute cette année de vélo. C'est vrai qu'on approche de la fin, mais voilà, il y a cet épilogue avec ce championnat du monde puis ce Tour de Lombardie. Donc l'excitation est toujours là et ouais, j'ai hâte d'être à dimanche et puis même en fait toute la semaine, hein, puisque toute la semaine on va avoir les courses juniors, espoirs, les femmes, hommes, etc. Donc c'est toujours un moment à part dans la saison, c'est championnat du monde. On a cette année une start list royale. Pour tout vous dire, je suis en train de faire mon équipe Cycling Fantasy et c'est très 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 dur parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça va être génial et c'est cool de pouvoir décortiquer ça avec vous ce soir. Et pour nous accompagner, on peut dire que c'est un fidèle équipier qui est présent et qui sait aussi se sacrifier pour ses leaders quand il faut, mais pourquoi pas le voir monter sur un podium, peut-être un jour, aller glaner une médaille. C'est Poppy, bien sûr. Salut Poppy, comment vas-tu? Salut à tous. Bah écoute, ça va très très bien. Tu me régales avec tes intros, Adri. C'est vraiment parfait pour se mettre en jambe. Bah ouais, on y est. Les championnats du monde sont là. Alors j'ai l'impression que ceux de l'année passée étaient déjà hier, mais les championnats du monde 2024 à Zurich ont déjà commencé finalement et vont se finir ce week-end. Très très hâte d'y être et puis de voir comment la course va se dérouler. Ouais, et puis c'est toujours cette question, enfin moi c'est qui portera le maillot le plus incroyable du cyclisme pendant toute la saison prochaine. C'est une des particularités aussi de notre sport, de décerner un maillot qui a une telle prestance et puis qui est identifiable entre mille. D'ailleurs, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça m'arrive de croiser des gens qui portent le maillot de champion du monde pour rouler avec. Je trouve ça inadmissible. C'est comme porter le Ah, maillot jaune ou le maillot rose, quoi. Moi je l'ai donc je vais rien dire. moi je l'aime et j'ai jamais osé le mettre. Ouais, voilà, tu vois, Tu c'est mérites, tu mérites de le mettre, tu le sais. Alors, il est un petit peu serré aussi, donc ça rend moins bien malheureusement ah, qu'à Mathieu Van Der Poel. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que je le mets pas trop, mais un jour peut-être, voilà. un jour, voilà. Quand, quand tu feras 3 fois le Ventoux dans la journée plutôt qu'une, Ouais, c'est ça ça? c'est un jour. Un jour. Écoute, je l'ai fait une fois, je suis très très content de moi, hein. Voilà. Il faut. Bon les gars, il y a déjà eu des courses avec le contre-la-montre. Les femmes et les hommes élites ont ouvert le bal. On va commencer à parler du contre-la-montre femme, bien évidemment, avec la victoire de Grace Brown, qui, après avoir remporté le titre olympique à Paris, devient championne du monde. Elle devance de 16 secondes Demi Vollering et Chloé Dygert vient prendre la troisième place à 56 secondes. Euh, une confirmation de Grace Brown qui termine sa carrière, on le sait, à la fin de la saison, de la plus belle des manières et qui au moins, on pourra le dire, elle s'en va à son top. Ben ouais, c'est un truc de fou cette saison de Grace Brown, c'est assez incroyable toutes ces victoires. J'ai envie de dire qu'elle a raflé tout ce qu'elle pouvait finalement. C'est vraiment impressionnant. Donc
Ouais, et puis en plus, ça, bah voilà, elle a tout donné jusqu'au bout, hein, puisqu'aux 2 tiers du parcours, elle était derrière Demi Vollering, et puis finalement, elle remporte Grace Brown cette magnifique victoire. On voit bien que voilà, c'était la plus puissante sur les parties planes. Voilà, la logique est respectée, et voilà, enfin, on se dit parfois qu'il y a des coureurs qui partent après des années un peu de galère. Bah elle part, elle quitte elle va quitter le cyclisme professionnel. Tout en haut du panier avec voilà, un monument Liège-Bastogne-Liège avec un titre de championne du monde du contre-la-montre. Donc c'est assez incroyable. Voilà, une belle tournée olympique. Enfin, bravo Grace Brown et bravo pour la FDJ Suez parce que c'est beau ce qu'elle a montré cette année. Moi, j'ai vraiment apprécié cette coureuse qui était une fidèle chaque année. Mais là, cette année, elle a su atteindre un niveau incroyable, peut-être porté justement par le fait qu'elle savait que derrière c'était fini et qu'elle allait pouvoir prendre du recul avec tout ça et avoir une nouvelle vie, et bah elle finit merveilleusement bien, donc tout simplement bravo. Ouais, non, bah rien à ajouter, hein, Titien, t'as tout dit. Magnifique fin de carrière pour Grace Brown, victoire sur peut-être les deux chronos à gagner pour une rouleuse, championne olympique et championne du monde. Je sais pas si ça a été fait la même année par une ou Remco un. Evenepoel. Oui, voilà. Mais je veux dire, chez une coureuse, est-ce que ça a déjà été fait? Je sais pas. Là, de tête, je vous avoue, je l'ai pas. N'hésitez pas à aller vérifier si jamais pour les auditeurs. Mais en tout cas, voilà, c'est une performance incroyable et c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour conclure une super carrière également. Et puis on a aussi la très belle quand même deuxième place de Demi Vollering qui, bah, on l'a dit, un temps elle était en tête au deuxième point intermédiaire avant de perdre un peu de temps sur des parties plus roulantes. Bon, clairement, on sait qu'elle est à l'aise en chrono, mais moi surtout ce que je retiens dans sa performance, c'est qu'elle est méga en forme. Et peut-être, on en reparlera tout à l'heure quand on présentera la course en ligne, mais contrairement à Lotte Kopecky qui a fini beaucoup plus loin, à 1 minute 39 sur la fin de sur la fin du chrono, alors qu'elle a été championne d'Europe pas plus tard que la semaine dernière. Alors je sais pas s'il y a vraiment des conclusions comme ça à en tirer. En tout cas, je pense que Vollering, elle s'annonce en jambes. Ouais, alors pour moi il y a plus de conclusions à tirer sur Vollering que sur Kopecky, étant donné que alors Kopecky c'est une excellente rouleuse, pour autant voilà, je l'attendais pas forcément pour être championne du monde du contre-la-montre. Sur Demi Vollering, bah voilà, c'est une excellente rouleuse. Il y avait la partie en montée qui l'avantageait bien. Forcément, elle arrive en grande forme. Je pense qu'elle est très revancharde de sa défaite relative, hein, mais sa défaite tout de même sur le Tour de France. Donc ouais, Demi Vollering, voilà, ça m'a pas forcément étonné. J'avoue que j'y ai pas cru dans tous les cas quand elle avait de l'avance sur Grace Brown. Je me disais quand même que ça allait être compliqué pour elle et ça s'est vérifié dans la dernière partie. Mais voilà, sur un contre-la-montre vraiment tout plat, à mon avis, elle aurait peut-être rivalisé pour le podium avec Chloé Digert, mais là voilà, ça l'a bien avantagée. Ça reste une excellente rouleuse, donc elle est en forme, ça on s'en doutait, elle l'a prouvé, donc et puis ce sera une des très très grandes favorites de la course de samedi prochain, mais on en reparlera. Et quant à Lotte Kopecky, voilà, je sais pas trop en fait. Est-ce que c'était une mauvaise journée? Est-ce que tout simplement Lotte Kopecky c'est une bonne rouleuse qui sait faire des résultats, mais c'est pas non plus voilà, enfin, je suis pas, elle a déjà été championne du monde du contre-la-montre, je crois pas, hein, donc non. Lotte Kopecky, non, il me Non, semble voilà, pas. donc il y a, et puis je regarde ses résultats sur les années précédentes sur bah, voilà, sur les contre-la-montre des championnats du monde, il y a pas vraiment de référence, donc oh, je pense que Lotte Kopecky, elle sera là, une des grandes favorites de la course en ligne aussi. Donc déception relative parce que voilà, dans tous les cas, je pense que Grace Brown était intouchable, mais je remettrai pas du tout en question le fait qu'elle sera pas une des grandes favorites de la course. Enfin, on l'a bien vu hein, sur les jours précédents, sur le Tour de Romandie Femmes, etc. Oui. Elle est en très très grande condition, Lotte Kopecky. Donc peut-être une moins bonne journée que ce qui était attendu, mais voilà, finalement. Ces deux filles, elles seront les grandes favorites et il n'y a pas à en douter. Ouais, non, mais clairement. Et puis aussi, peut-être le côté de se dire que elle n'avait pas les jambes pour aller gagner ou faire un podium, et du coup, se relâcher peut-être un tout petit peu pour garder aussi
On regardait aussi pour être à 120% dimanche, enfin pour ce week-end. Mais Samedi. Ouais. ouais, samedi, pardon. Mais voilà, l'Auto Kopecky, je suis d'accord avec toi, Tissia, elle sera au rendez-vous, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis Demi Vollering, oui, Grace Brown était clairement plus forte et avec ses parties plates où elle a pu récupérer du temps et notamment en fin de parcours, on l'a vu, c'était assez impressionnant. Bah voilà, Demi Vollering, je pense elle a la bonne position, c'est une très belle deuxième place aussi. Elle est très en forme, elle est très très forte et je pense que je suis très d'accord, je suis totalement d'accord avec toi aussi, Titien, sur le fait que elle est pour moi revancharde de ce Tour de France et samedi, elle va être sans aucun doute la target woman un petit peu à suivre et on va avoir, je pense, un très très beau duel. Bon, on va en reparler de toute façon après, mais on aura un très très beau duel pour moi samedi. Chez les messieurs, victoire de Remco Evenepoel qui conserve son titre, 6 secondes d'avance sur Filippo Ganna, qui a fini très très fort ce chrono. Et troisième place également pour un Italien, le tout récent champion d'Europe, Edoardo Affini. Remco, messieurs, qui confirme une nouvelle fois sa place de meilleur rouleur de la planète et de patron, surtout sur ces distances-là et sur ces championnats. Ouais, tout à fait. Bah, Remco Evenepoel, c'était le grand favori. Il a répondu pas si facilement finalement, puisqu'il gagne avec 6 secondes d'avance. Voilà, il a dominé sans écraser ce contre-la-montre, mais c'est bien le meilleur rouleur du monde, comme il l'a prouvé pendant toute l'année en étant champion olympique. Et puis maintenant, avec ce deuxième titre d'affilée de champion du monde, sûrement pas le dernier dans la carrière de Remco Evenepoel, impressionnant. Voilà. Alors qu'il y a encore 2 semaines et demie sur le Tour de Grande-Bretagne, il était vraiment pas à son top. Bah, voilà, il sait très bien cibler ses objectifs. Pour moi, c'est un peu comme à Mathieu Van Der Poel, c'est des mecs, le jour J, ils savent être en forme, ils savent parfaitement cibler leurs objectifs et adapter l'entraînement en conséquence. Et c'est fait, Remco Evenepoel, ultra impressionnant. On l'a vu dans la montée, finalement, je pense qu'en fait, il a pas pris beaucoup de temps, par exemple, à un Filippo Ganna dans l'ascension, mais par contre, il s'est peut-être beaucoup moins fatigué, il a pu plus facilement relancer derrière. On note également les gros progrès d'un Remco Evenepoel en descente, qui à ses débuts était quand même pas un artiste dans le genre, et je trouve qu'il a fait une Il a excellente bien descente descendu là. hier. Ouais, il a repris du temps Je suis d'accord. à Ghana, etc. Donc Remco Evenepoel, c'est devenu cette année, pour moi, il avait déjà une dimension à part dans le peloton, et cette année, il a pris une nouvelle dimension, celle d'un patron et d'un top patron du peloton. Donc pas de surprise à voir Evenepoel gagner. Et puis derrière, bah, la bonne surprise pour moi finalement de voir Filippo Ganna deuxième du chrono. Et finalement, deuxième aujourd'hui dans la hiérarchie mondiale du chrono derrière Evenepoel. Ganna, je l'attendais pas du tout, à vrai dire. Voilà, il avait été sur le Tour d'Allemagne, je crois. Il était revenu après les JO, mais il était complètement KO. Et puis ensuite, il avait déclaré forfait. Je crois que c'est pour le Renewi Tour parce qu'il était hors de forme. Donc moi, je l'attendais. Voilà, il avait pas couru depuis. Moi, je l'attendais vraiment pas pour jouer la victoire. Et puis finalement, il montre qu'également, il a su se relever, hein, notamment de sa défaite au JO, qui était son grand objectif de l'année. Donc voilà, Ganna, c'est un rouleur d'exception. Il tombe aujourd'hui sur un os avec un rouleur encore un chouïa plus fort que lui, puisqu'à chaque fois, ça se joue pas non plus à énormément de temps avec Remco Evenepoel, mais Filippo Ganna est deuxième dans la hiérarchie. Et puis enfin, soulignons quand même l'incroyable fin de saison d'Edoardo Affini, qui après le titre de champion d'Europe vient chercher un podium sur le championnat du monde, pourtant sur un parcours légèrement vallonné où il aurait pu céder, mais il a retrouvé un niveau incroyable. J'ai regardé et ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas de référence sur les chronos, lui qui était plutôt un spécialiste des prologues. Et bah voilà, il finit l'année en boulet de canon et il vient chercher une belle troisième place pour un fidèle coéquipier. Donc voilà, un podium et une hiérarchie qui a été respectée par rapport à ce qu'on a vu sur le contre-la-montre au fur et à mesure de l'année. Remco Evenepoel, c'est bien le patron de la discipline actuellement. Ouais, complètement. La hiérarchie est respectée, comme tu as dit, Titien, et elle est dominée par un homme qui est Evenpool. Je pense que là, depuis cette année surtout, et même depuis 2 ans, je dirais, on sent en fait la grosse prise de maturité qu'il a eue et une capacité à extrêmement bien, comme tu as dit, gérer ses objectifs et être présent au rendez-vous qu'on lui donne. Alors certes, il n'avait pas eu de chance sur le Giro quand il a dû abandonner pour Covid,
Mais voilà, en tout cas, il avait ciblé ses championnats du monde, il avait aussi ciblé les Jeux Olympiques, il a eu les deux. Donc franchement, enfin, c'est exceptionnel, hein. Et voilà, Ghana qui revient échouer. Alors au JO, c'était à une dizaine de secondes, là c'est 6 secondes. Peut-être que la prochaine fois, il sera devant. Mais encore une fois, il vient buter sur un os et je pense que il y a pas de regret non plus à avoir. Remco était vraiment le plus fort. Le parcours lui convenait aussi parfaitement avec cette petite bosse au milieu et cette gestion d'effort qui, dont il a le secret, j'ai envie de dire. Et puis voilà, puis Eduardo Affini qui vient compléter le podium. C'est un très très beau podium, je trouve, avec bien la jeunesse et la force d'Evenpool, la renaissance d'Affini et puis Ghana qui est toujours présent, star inconditionnel du chrono. Et puis derrière, eh bien, un peu la jeunesse avec Tarling, mais qui échoue ouais, à une vingtaine de secondes. Mais voilà, Josh Tarling a encore le temps pour devenir champion du monde du chrono. Bah justement, tu fais bien d'en parler parce que j'allais, avant de passer à la course en ligne, quand même lancer Titien sur Tarling parce qu'on sait à quel point tu apprécies ce coureur et voilà, il termine quatrième après avoir terminé quatrième aux Jeux Olympiques. Comment est-ce que toi t'analyses, bon, à la fois son chrono de dimanche dernier là et puis également sa saison. Il a totalement explosé en 2023 à 19 ans. Là, il arrive, c'est quand même l'année de ses 20 ans, hein, où il fait des super résultats. Comment est-ce que tu vois, toi, sa progression puis son année? Bah, Josh Starling, il comprend qu'être un surdoué, ça fait pas tout et que ça va pas être si facile que ça de devenir le maître du contre-la-montre, même si je pense qu'un jour il le sera. Il y a deux choses pour moi. Alors, malheureusement, son année peut paraître un peu décevante, notamment sur les chronos. Je pense qu'il y a quand même le facteur JO où il était quand même très très bien parti pour au moins être deuxième du contre-la-montre, vraiment pas très loin des Evenepoel et il a eu sa crevaison. Malheureusement, aujourd'hui, on voit le résultat brut, cette quatrième place, mais il était très très fort sur le chrono des JO parce qu'il a perdu énormément de temps sur sa crevaison. Donc non, Josh Tarling, il aurait eu la médaille olympique sans problème, sans ça. Donc forcément, derrière, ça paraît décevant. Après, sur cette fin d'année, je pense que il paye aussi une première saison où finalement il a que 20 ans, hein, déjà c'est ça qui est relativisé. Et contrairement à l'année dernière, on l'avait pas vu de la saison et on l'avait beaucoup vu sur les chronos. Le reste, il était quand même assez fantomatique sur les autres courses. Cette année, il a cherché son potentiel. On l'a notamment beaucoup vu sur les classiques de printemps, hein. Il a notamment fini, je crois, dans le top 5, top 6 d'à travers les Flandres. Sur le Tour des Flandres, on le voit, il est pareil, il est top 20, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Paris-Roubaix, il était quand même dans le premier groupe d'une trentaine de coureurs là, des bordures avant qu'il soit exclu de course pour son abri. Donc je pense que voilà, il a eu d'autres objectifs que les contre-la-montre cette saison, ce qui a peut-être joué aussi sur le fait qu'il a pas vraiment progressé dans l'exercice du chrono. Une longue saison pour un coureur de 20 ans, ce qui peut expliquer là ses difficultés en fin d'année. Il apprend Josh Tarling, mais j'ai nul doute que voilà, à 20 ans, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait et que ce sera voilà, pour moi sûrement dans les années à venir le meilleur chronomane du peloton. Ouais, c'est vrai qu'on est habitué dans le peloton à voir des gars dominés pendant 2-3 ans comme ça, un peu tous les chronos, et c'est clair que lui, en tout cas, c'est un des très grands prétendants à ce statut. Bon, messieurs, on va pouvoir passer à la présentation de la course en ligne. Avec déjà, forcément, on l'a dit, hein, le mondial se court du côté de Zurich, et Titien, tu vas nous présenter le parcours que les coureuses et les coureurs auront à affronter ce week-end. Ouais, tout à fait. Bah alors, je vais vous présenter le parcours hommes et femmes en même temps, puisque la boucle, si je dis pas de bêtises, est la même pour les hommes et pour les femmes. Simplement, la course femme est un peu plus courte, on va dire. Voilà, la course femme, elle fera 155 km avec 2300 mètres de dénivelé. Une première partie d'une trentaine de kilomètres très plate, et puis ensuite, on arrivera sur le parcours. Et la course homme, elle, est évidemment beaucoup plus longue, puisqu'on va atterrir sur quelque chose qui fait... on est quoi sur la course homme? 274 km exactement dans la région de Zurich.
Zurich, et pareil, la course homme, alors sur sa première partie, on va arriver sur le circuit qu'au bout de 70 km, mais elle sera plus vallonnée que la première partie des femmes, puisqu'il y aura déjà 2-3 côtes à parcourir chez les hommes. En tout cas, ce circuit, ensuite, il sera identique. Un circuit qui est, on va dire, qui est pas ultra exigeant sans pour autant être très 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 facile, on va dire. C'est une boucle en fait, une boucle de 27 km. On va avoir une première partie, où on va arriver dans Zurich, très très, on va dire, sinueuse, avec des petites routes. On va devoir passer les rails du tramway notamment à quelques reprises dans Zurich, et puis on va arriver sur très rapidement au début de ce circuit sur une première bosse. On va dire qu'il y a deux bosses dans ce circuit. Elle est courte, cette première bosse, elle fait environ un kilomètre, mais un kilomètre très difficile, avec notamment 300 derniers mètres à 13%. Donc là, clairement une pure montée de puncher, et puis ensuite on va arriver on va enchaîner en fait après cette première bosse, c'est sur une très courte descente, et puis sur la principale plus longue difficulté de ce parcours, 1 km 9, donc près de 2 km à 6%, donc beaucoup moins, un profil totalement différent de la première bosse, beaucoup moins pentue mais beaucoup plus longue, donc qui avantagera plus le profil des grimpeurs. Et ce qui va être intéressant, c'est que suite à l'enchaînement de ces deux bosses, on va rester pendant une dizaine de kilomètres sur un plateau. Ça va très peu descendre, mais par contre ça va encore remonter légèrement à 2-3 reprises. Ensuite, à 10 km de la ligne, on va quitter ce plateau pour une descente de 4 km à 7%. Donc là, vraiment, ça va être un toboggan, un dernier faux plat à 3% pendant 1 km pour finir. Et puis ensuite, la redescente finale dans les rues de Zurich. Donc, un circuit pas facile, qui va être en fait rendu très difficile par sa difficulté, puisque notamment chez les hommes, on va le disputer à 8 reprises. Donc faut imaginer qu'à 8 reprises, on va monter 1 km à près de 8%, et puis ensuite 2 km à près de 6%, avec des pourcentages chaque fois compliqués, des relances, une partie sinueuse, un plateau, des descentes, etc. Donc finalement, très très peu de zones où on va pouvoir se reposer sur ce parcours. Donc il va être, moi je le trouve très, à défaut d'être ultra difficile, on n'est pas sur de la montagne, on est vraiment sur un parcours pour puncher grimpeur, on va dire, mais la répétition des efforts tout au long de la course va être difficile. Et finalement, pour les hommes comme pour les femmes, on arrive un petit peu sur un parcours typé Liège-Bastogne-Liège, avec le même dénivelé final, puisque chez les hommes, on sera à peu près à 4200 mètres de D+, de dénivelé. Donc une sorte de mini Liège-Bastogne-Liège pour cette course. C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Je sais pas comment vous le voyez, vous. Ouais, mais merci déjà pour ta super rien. présentation. C'est vrai que en général, dès qu'un circuit des mondiaux sort, ou un lieu sort, on a toujours tendance à le cataloguer très vite. Là, on a tout de suite dit ah oui, c'est pour les grimpeurs, et donc finalement, on se rend compte que c'est pas non plus c'est pas le circuit d'Innsbruck non plus qu'on avait eu en 2018, où là c'était vraiment un truc plus long pour des purs grimpeurs. Il va quand même falloir être très complet, et notamment parce que finalement après la dernière ascension, il y a encore du plat, il y a encore une descente, il y a encore un bon nombre de kilomètres. Et moi j'aime bien ce genre de parcours parce que ça peut donner lieu à de grandes offensives. Des coureurs ont sûrement tenté leur chance d'assez loin. Ça peut aussi le faire, ça peut matcher. Et puis il va y avoir surtout que des très très costauds dans les 2 derniers tours. Et là, sur un circuit comme ça, personne peut tricher. C'est forcément le et la plus forte, ou quasi, qui pourra l'emporter. Et indépendamment de ça, il y aura aussi un côté tactique très important à prendre en compte, avec notamment des stratégies d'équipe qui pourraient se mettre en place, et des formations qui n'ont pas qu'un seul coureur peuvent peut-être s'en sortir grâce à ça, sur un parcours où c'est pas parce que t'es le plus fort et t'es tout seul que tu vas forcément t'envoler et faire la différence par rapport à tout le monde, je pense. Non, je suis d'accord avec. Enfin, globalement, j'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. On est sur un parcours qui va. Enfin, oui, comme tu as dit, Adri, et comme tu as dit, Titien,
Personne ne pourra se cacher, c'est un parcours qui va être difficile. 7 fois à faire cette boucle, je pense, enfin 8 fois du coup à faire cette boucle, ça va être assez compliqué pour les hommes. Voilà, on peut être très bien pour les 3 premières et puis avoir une grosse défaillance dans l'avant-dernière, ça peut arriver. Va falloir aller bien gérer son effort et avoir aussi, je pense, comme tu as dit Adri, cette stratégie d'équipe qui peut être essentielle sur un parcours comme ça, avec une bosse quand même qui est assez, voilà, qui certes est pas non plus extrêmement dure, mais qui va être là tout le temps et qui va être le juge de paix, je pense, de ce championnat du monde. Donc, ça va être intéressant de voir comment les équipes vont gérer ça et comment aussi les coureurs vont faire. Est-ce qu'on va rester avec les équipiers? Est-ce qu'on va essayer d'attaquer plus tôt? Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place et sur un parcours qui est au final un peu similaire à l'année passée parce que ça reste quand même des boucles, mais on a un peu plus de dénivelé et qui peut laisser présager à une victoire potentiellement pour un coureur un peu plus typé grimpeur, mais encore une fois, ça, je pense que la fraîcheur va beaucoup entrer en jeu dans un parcours aussi long soit-il. Du coup, on va commencer par parler de la course femme avec deux grandes favorites, on en a déjà parlé. La Belge Lotte Kopecky, la Néerlandaise Demi Vollering, qui clairement domine la plupart des courses sur lesquelles elles sont alignées. Il y avait qu'à regarder le Tour de Romandie où elles se sont jouées la victoire au sprint au sommet, hein, même si elles sont dans la même équipe, ça n'a pas empêché. Là, elles ne seront pas dans la même équipe. Et voilà, après, vous allez me dire un petit peu ce que vous pensez des chances de l'une et l'autre, mais il est clair que sur ce championnat du monde, en tout cas, Vollering a l'avantage d'être dans l'équipe des Pays-Bas, qui est clairement sur le papier la meilleure équipe du monde, avec des filles comme Marianne Vos, comme Shirin Van Anrooy, comme Puck Peters, qui elles aussi ont toutes leurs chances de bien figurer ce samedi. Donc, donc voilà, c'est pour ça moi que je me lance déjà un petit avantage à Vollering qui peut espérer voilà sur la force des Hollandaises, mais une Hollandaise qui saura anticiper comme pour faire la course d'équipe et qui finalement ira au bout. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Donc, donc ça va être intéressant à observer en tout cas cette tactique des Pays-Bas, je pense. Mais clairement pour moi sur le papier, Kopecky et Vollering sont hyper costauds. Ouais, c'est clair que Demi Vollering, pour moi, apparaît comme la grande favorite, très avantagée par son équipe. On va pas se le cacher, entre l'équipe de Belgique et l'équipe des Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est une équipe assez incroyable, hein. Voilà, il y a que des filles qui pourraient être leaders dans d'autres équipes. C'est assez impressionnant. On a mis enfin, on a Roy Akers qui a terminé troisième du Tour de France, Shirin Van Anrooy qui fait qui a un excellent printemps. Puck Peters, voilà, pareil, qui a fait des super classiques. On l'a connaissant le cyclocross, qui a gagné là une belle étape vallonnée sur le Tour de France. Ça lui ira d'ailleurs comme un gant, pour moi, ce parcours des championnats du monde à Puck Peters, savoir la forme qu'elle a, mais clairement, elle a gagné quand même l'étape type Liège-Bastogne-Liège sur le Tour, donc elle devrait pouvoir jouer sa carte. Et puis Mischa Brenevold ou Rianne Marquez, ce seront des parfaites coéquipières. Marianne Vos, à mon avis, ça va être difficile pour elle, mais c'est une coureuse qui peut également anticiper, etc. Donc avantage d'Emi Vollering, parce que pour moi le Kopecky va devoir se dévoiler très très tôt, soit parce qu'il va falloir qu'elle fasse exploser la course de loin pour éviter d'être en sous-nombre par rapport aux Hollandaises dans le dernier tour, soit tout simplement parce que les Hollandaises vont placer des pions constamment à l'avant, et je suis pas sûr que leur concurrente belge puisse être un vrai danger pour ces Néerlandaises, même si elles ont une belle équipe. Donc ouais, l'Auto Kopecky va paraître un petit peu seul face à cette armada hollandaise. Donc pour moi, au niveau de la répétition des efforts, des niveaux Vollering m'apparaît un peu
comme la favorite. Puis de toute façon, on parlait, tu le disais, hein, qu'elles sont dans la même équipe habituellement. Moi, j'ai quand même l'impression que ça fait plus d'un an qu'on a plus l'impression qu'elles sont dans la même équipe. Il y a une rivalité de fou entre les deux coureuses et forcément, hein, ça va être les deux candidates. Moi, je serais pas étonné, hein, de les voir s'envoler toutes les deux. On a vu quand même le niveau de Kopecky dès que ça grimpait cette année, c'est quand même impressionnant. On l'a vu au Tour de Romandie, hein, alors qu'il y avait quand même le gratin des meilleures grimpeuses du monde. Bah voilà, il y a qu'une Vollering qui a pu la battre à la dernière seconde sur la ligne. Donc Kopecky est très forte, mais elle va devoir être très très forte pour résister à toutes ces Hollandaises et gagner. Il faudra qu'elle soit la plus forte du jour à mon avis, sinon ce sera très 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 compliqué. Et moi, je serais pas forcément étonné vu enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer si Demi Vollering et Lotte Kopecky partent, prennent pas beaucoup d'avance, et ensuite qu'il y a un petit groupe avec deux Hollandaises derrière. Est-ce que Vollering, qui est quand même une moins grande pointe de vitesse, va prendre le risque de jouer avec Kopecky au sprint? Donc c'est pareil, certes, Kopecky est en infériorité numérique, mais Vollering, pour gagner, il faudra qu'elle lâche Kopecky, parce que sur un sprint plat, ça sera très difficile. Donc ça va donner une course passionnante, mais pour moi, c'est pas du tout exclu qu'une concurrente hollandaise, par exemple, qu'une Puck Peters ou Paulina Royackers ou qu'une Van den Roy puisse sortir sur un regroupement dans les derniers kilomètres et s'imposer, etc. Donc il y a de grandes favorites, elles ont chacune leur force. Vollering, c'est son équipe et le fait qu'elle grimpe très bien. Kopecky, c'est son punch, c'est son sprint, etc. Mais elles ont également chacune leur faiblesse. Donc c'est impossible de dire aujourd'hui qui va gagner. Mais si je dois miser également une pièce, je dirais que Demi Vollering, de par sa condition actuelle et son équipe qui est la meilleure de la course, a la pancarte et le rôle de favorite numéro 1. Ouais, Demi Vollering je suis d'accord, favorite numéro 1, parce que cette équipe des Pays-Bas, elle fait peur. Et sur le papier, en fait, c'est que même si Vollering peut se retrouver dans une situation où, comme tu as dit, Tiziane, elle est avec Kopecky, en fait, je sais pas quoi faire parce que je me rends compte que j'arrive pas forcément à la lâcher, mais si on va au bout ensemble, bah, au sprint, je pense que je perds. Et bah derrière, en fait, tu as quand même une équipe des Pays-Bas qui a des noms pour aller chercher la victoire dans plein de situations différentes. Voilà, si ça roule pas très fort, est-ce que Marianne Vos peut s'accrocher pour aller chercher un sprint? Est-ce que Puck Peters peut faire un numéro comme sur le Tour de France? Enfin voilà, t'as plein de situations qui peuvent se mettre en place. Là où l'équipe de l'Auto Kopecky, je pense, est beaucoup moins étoffée pour ce genre de scénario. Où voilà, je pense que du côté de la Belgique, on mise clairement sur Kopecky et ensuite derrière, je pense que les autres filles qui vont être là, ça sera plus en mode, bah voilà, elles sont dans l'échappée, il se passe rien, il reste 10 bornes, bah on peut jouer la carte victoire avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça va un peu se goupiller comme ça, mais c'est vraiment le gros duel qui s'attend et la course s'articulera autour de ces deux filles, autour de Kopecky et de Vollering, et à voir après comment ça se passera du côté des autres nations un peu moins fournies que les Pays-Bas, et des nations aussi qui auraient des coureuses moins fortes que Vollering et puis Kopecky, mais je pense que la course sera quand même assez animée et assez intéressante à suivre parce qu'on peut toujours avoir de beaux scénarios, et quand des deux favorites bah, se regardent, on sait jamais ce qui peut se passer à côté, quoi. Mais est-ce que du coup, pour Kopecky, il a quand même cette carte d'être très rapide au sprint. Et est-ce que finalement, le job de Kopecky, ça va pas être, si ça bouge du côté des Pays-Bas, j'y vais. Alors après, j'y vais, mais si ça bouge tous les 5 kilomètres, peut-être qu'à un moment, Ouais, c'est ça, hein. ça sera compliqué de suivre. Ouais. Mais est-ce que, entre guillemets, elle pourrait arriver à ne contenter avec des guillemets bien sûr, que de suivre les meilleurs pour les aligner au sprint? Est-ce que ça, selon vous, c'est possible? Ah, c'est possible toujours. Après, il pourrait compter aussi sur d'autres nations pour l'aider. On en parlera après. Mais pour moi, si Kopecky veut gagner cette course, c'est elle qui doit prendre l'initiative. En fait, elle doit se débarrasser de la menace de ces néerlandaises là et essayer de faire exploser la course. Je pense que Vollering arrivera à la suivre, mais elle contrôlera beaucoup plus la situation en 1 contre 1 que si elle attend le dernier tour. Enfin, je vois pas les Pays-Bas. Alors après, ils nous ont toujours habitués à des scénarios de course parfois un peu rocambolesques, mais là j'ai quand même l'impression que l'équipe sera assez soudée autour de Vollering et ce serait quand même
dommage que cette équipe fasse un train pour ensuite lancer Vollering. Je suis pas sûr que ce soit ça qui mette en difficulté Kopecky et moi je les vois vraiment essayer à tour de rôle de faire exploser la course avec d'autres nations également qui auront intérêt à partir de loin. Donc c'est là que Kopecky sera le plus gros, sera vraiment en danger. Donc pour moi, il faut que les Belges arrivent à contrôler la course et qu'à un moment qui est pas non plus trop près de l'arrivée, Kopecky puisse se débarrasser de la plupart de ses concurrentes. Mais derrière, est-ce que voilà une Vollering qui part avec elle, elle roulera avec elle, j'en suis pas sûr. Donc ça va être rendre le scénario assez sympa. Et puis enfin on en parle, hein, mais il y a quand même d'autres nations qui sont là et derrière qui auront intérêt également à rendre la course difficile de loin. Donc peut-être qu'elle trouvera également des alliés. Ouais, bah, pas forcément grand-chose à ajouter, mais je pense que c'est un scénario qu'on peut envisager pour Kopecky d'être capable juste de suivre Demi Vollering le plus longtemps possible. Après, voilà, du côté de la Belgique, il y a quand même enfin voilà, je pense à des à des Justin Gekir ou des Van de Velde ou Julie de Ville de Wild, je sais pas comment on dit, pardon, De Wild, je mais crois. qui peuvent aller de Notre Wild flamand n'est pas là, alors on malheureusement. n'a pas les bonnes prononciations. Non, mais qui peuvent aller justement suivre une attaque des Néerlandaises et essayer de relayer aussi pour pas que cette échappée prenne trop de temps. Donc voilà, je pense que Kopecky, elle doit rester quand même pendant une grosse partie de la course, rester dans le sillage de Demi Vollering, de voir ce qui peut se passer. Et après, voilà, je pense que je vois pas honnêtement en vrai comment. Je me dis pas j'ai du mal à imaginer les Pays-Bas envoyer dans l'échappée, par exemple, Puck Peters ou Misha Bredevold ou d'autres noms pour aller entre guillemets, prendre le titre à Vollering. Je pense que on joue quand même autour de la carte Vollering et que les autres filles sont vraiment là dans la situation où Vollering a un souci, où Vollering n'est pas dans un grand jour, mais je pense que ça n'arrivera pas, ou alors tout simplement un scénario où en fait Vollering ne peut pas lâcher à la pédale l'Otto Kopecky et il va falloir trouver une solution parce que bah, sinon on sait comment ça peut se finir et qu'au sprint, Vollering part pas du tout favorite. Mais en tout cas, ce scénario de Kopecky qui suit, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir, mais c'est un scénario qu'on peut imaginer, oui. Ça va être intéressant en tout cas observer cette tactique des Néerlandaises. Et comme tu l'as dit, Titien, des fois, elles nous ont habitués à faire des trucs un peu inattendus. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'est sûr que ce serait quand même un échec pour cette équipe qu'elle passe à côté du titre. Et peu importe avec quelle fille, tant la compo de l'équipe est assez incroyable. Et bon, on va parler maintenant des nations concurrentes avec des filles qui peuvent pourquoi pas aller chercher ce maillot arc-en-ciel et puis tout du moins animer la course. Alors on a forcément une nation qui est importante, on a l'habitude de les voir et là ils ont une fille qui a réussi une très belle saison, c'est l'équipe italienne avec Elisa Longo Borghini en tête de file. Clairement, l'Italienne a fait une superbe saison en remportant le Giro. Euh, Elle a aussi fait une très très bonne campagne des classiques où elle a enchaîné les podiums et les victoires. Je pense elle s'est bien focalisée sur ce championnat du monde pour la deuxième partie de cette saison, hein. Elle n'a pas fait le Tour de France. Et à mon avis, vu ce qu'elle a montré sur les classiques, sa capacité à manœuvrer, notamment cette année dans le final, elle a une bonne pointe de vitesse également, même si pour battre une Kopecky par exemple, ça peut être un peu compliqué. Euh, je pense que Longo Borghini, elle a clairement aussi de grandes chances. On va peut-être moins la mettre comme la grande favorite, tant Kopecky et Vollering ont montré qu'elles étaient au-dessus de la mêlée sur les parcours difficiles. Mais je pense que l'Italienne n'est pas du tout à écarter dans la course à l'arc-en-ciel. Non, non, elle est pas écartée. Voilà. Après, elle a fait une grosse campagne de classique, mais c'est pareil. Pour gagner deux possibilités, soit faudra être la plus forte et ça, j'en doute un petit peu. On l'a quand même pas vu depuis les JO. Alors, elle a fait le Tour de Wallonie, oui, le Tour de Wallonie, si je dis au Grand Prix de Wallonie féminin, qui est le même jour que celui masculin. Elle a terminé deuxième, donc voilà, elle a un résultat probant au mois de septembre, mais on l'a beaucoup moins vu ces derniers temps hein, que
que des Kopecky ou que des Vollering. Donc ouais, et puis sinon elle devrait, si elle n'est pas la plus forte, alors elle devrait être un rôle un petit peu de soit d'anticipation comme elle sait bien le faire d'ailleurs, ou alors bah voilà, elle pourrait également profiter d'un regroupement dans les derniers kilomètres, etc. Voilà, enfin Longo Borghini n'est jamais à écarter, on peut pas la considérer comme une top favorite, mais elle fait quand même peut-être la meilleure année de sa carrière avec sa victoire sur le Giro, voilà, avec sa victoire également sur la Flèche Brabançonne, sur le Tour des Flandres. Enfin voilà, c'est quand même une saison de dingue. Et moi, enfin voilà, je serais pas étonné de la retrouver sur le podium. Pour moi, c'est peut-être le troisième nom derrière les deux grandes favorites. Voilà, elle aura pas forcément un collectif à la hauteur de celui des Pays-Bas, mais il faut toujours se méfier des Italiennes. Et Longo Borghini, c'est une valeur sûre. Si elle est à son top niveau, elle sera là et il faudra qu'elle sache saisir l'opportunité de se débarrasser des deux grandes favorites. Oui, puis je pense que là, elle a pas vraiment de pression. Elle sait elle aussi qu'elle est un cran en dessous des deux noms qu'on a cités avant et que voilà, c'est dans la course qu'elle va faire, c'est forcément, euh, ce sera forcément en fait une course réussie, j'ai envie de dire. Même si elle se plante, on peut pas lui en vouloir parce que voilà, sa saison elle est quand même globalement réussie. Je pense que son objectif de cette année, c'était quand même le Giro, un objectif qu'elle a atteint. Donc on pourra pas parler d'une saison ratée si elle se loupe complètement au championnat du monde. Par contre, si elle arrive à se passer dans le podium, à bien animer la course, à donner tout ce qu'elle a et, et essayer d'accrocher un bon résultat, bah franchement, on pourrait que lui dire bravo. Et voilà, elle est quand même un cran en dessous. J'ai du mal à la voir sur le podium aussi. Je pense qu'il y a des filles qui sont un peu plus fortes pour aller chercher la troisième place. Mais dans tous les cas, peu importe la course que fera Longo Borghini, moi je serai pas du tout déçu. Je l'attends pas forcément sur cette course-là. Mais j'espère elle me fera dire le contraire en tout cas. Il y a également une fille à ne pas écarter dans la course au podium. Il faut toujours compter sur elle pour animer les courses. Elle a remporté le Tour de France au mois d'août. Alors, elle n'a pas couru depuis, donc on sait pas vraiment où elle en est au niveau de sa forme, surtout qu'on sait que un tel succès, ça peut être difficile à encaisser. C'est bien sûr Katarzyna Niewiadoma qui mènera l'équipe de Pologne. Et alors Niewiadoma, la difficulté sur un tel parcours, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse arriver seule. Et moi, je pense que ça va être un peu compliqué de battre vraiment des filles comme Kopecky ou Vollering à la pédale comme ça. Il va falloir vraiment qu'elle soit dans une journée assez extraordinaire pour lâcher tout le monde. Ouais, j'y crois pas trop à vrai dire. C'est vrai qu'elle a pas couru depuis le Tour de France. Je pense que elle a réalisé quand même peut-être l'exploit de sa vie, hein, même probablement, parce qu'on sait que c'est pas forcément une grande gagneuse, même si elle a gagné la Flèche Wallonne cette année. C'est une extraordinaire grimpeuse, une extraordinaire puncheuse. Elle a gagné la plus grande course du monde. Voilà, ce sera difficile de réitérer cet exploit à l'avenir. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de décompression après ça. Alors, ça se trouve, elle prépare parfaitement l'objectif dans son coin, mais même si elle est à son top niveau, comment faire je pense pas qu'elle soit capable de distancer, voilà, sur des bosses qui sont pas non plus monstrueuses, des Kopecky ou des Vollering qui sont en pleine bourre. Ensuite, on sait qu'elle a pas enfin, elle a pas de sprint, hein, Katarzyna Niewiadoma, elle a du mal à la jouer très tactique dans un final. Donc voilà, le Tour de France qu'elle gagne, elle remporte pas d'étape, hein. Donc c'est quand même pas une grande gagneuse, on va dire, une fille qui lève beaucoup les bras sur la ligne d'arrivée. Donc de toute façon, sa saison est déjà réussie. Est-ce qu'elle est encore concentrée à 100%? Même si elle l'est, j'ai du mal à l'imaginer victorieuse. Niemanova, il va falloir beaucoup Voilà, elle sera là, hein, dans tous les cas, mais il va falloir beaucoup de circonstances. Et il faudrait que pour une fois, dans la finale, elle arrive à s'extirper, parce que je pense qu'elle n'arrivera pas à lâcher tout le monde à la pédale. Donc, si je me prononce, j'adore Niemanova, mais j'y crois pas trop pour ces championnats du monde. Je trouve que voilà, la dynamique joue pas forcément ici en sa faveur, même si elle est très positive vu son année. Non, complètement d'accord avec vous. Là, j'ai rien à ajouter pour Nivadoma, si ce n'est que c'est quand même une grande battante et qui est toujours là pour animer les courses, même si elle n'est pas forcément en forme. Donc, je pense qu'on la verra active sur ces championnats du monde, mais je pense pas. Je suis d'accord avec vous, hein, là, je pense pas qu'on la verra. On la verra suivre le rythme des meilleurs et voilà, sa saison est réussie. Je pense qu'elle a un peu la tête qui s'est allégée depuis sa victoire au Tour de France et ces championnats du monde, c'est que du bonus maintenant pour Nievadoma.
Et puis, avant de passer à la présentation des chances françaises, peut-être un petit mot sur une autre fille qui peut briller. Alors elle, c'est pas une grimpeuse, mais elle passe quand même bien les bosses. Elle a une bonne pointe de vitesse. C'est l'Allemande Liane Lippert, qui peut-être, on l'a vu réaliser quand même des belles places d'honneur, notamment sur le Tour de France dans des étapes vallonnées. Elle a remporté une étape sur le Giro. Et, clairement, je pense qu'elle a ses chances pour tirer son épingle du jeu et pourquoi pas, sur un bon coup de dé, remporter la course. Ouais, écoute, c'est une possibilité aussi. Après, je la trouve pas non. Enfin voilà, elle avait par exemple une belle opportunité de gagner sur le Tour de France. Elle a pas réussi à la saisir. Bon, elle a repris la saison quand même très tard, hein, fin avril. Je crois qu'elle a eu des problèmes avant. Pour l'instant, la saison est pas une énorme réussite. Elle a une belle victoire à Liane Lippert, mais ouais, j'y crois pas trop non plus. Pourtant, le circuit convient parfaitement à ses capacités de puncheuse, etc. Mais est-ce qu'elle aura le niveau quand Demi Vollering va enclencher son attaque, quand Kopecky va enclencher je pense que ce sera un petit peu dur pour la néerlandaise qui a déjà fait des excellents championnats du monde, notamment en Australie où elle avait été très très forte. Mais voilà, on n'avait peut-être pas encore une période où il y avait des filles aussi dominantes. Donc j'y crois assez moyennement pour Lippert, même si effectivement on arrive sur un parcours qui devrait être à sa convenance. Oui, si elle avait été dans sa saison peut-être d'il y a 1 ou 2 ans et que ça avait été ce parcours-là au championnat du monde, on aurait pu en reparler. Mais là, malheureusement, la saison qu'elle fait laisse pas forcément, présage pas forcément un bon résultat sur ce championnat du monde. Malheureusement, c'est un parcours qui lui convient très très bien à Liane Lippert. Et c'est dommage qu'elle puisse pas, je pense, exprimer 100% de ses capacités et de son potentiel sur une course comme ça, voilà, je pense que malheureusement. Mais j'espère qu'on la reverra sur un parcours assez similaire dans les années à venir. Mais en tout cas, ouais, je suis un peu déçu parce que c'est une course que j'aime beaucoup, Liane Lippert, et je suis un peu déçu qu'elle puisse pas s'exprimer en fait sur ce parcours, Bah malheureusement. attends, tu sais pas, ça se trouve, Je pense, ça se trouve, elle je va tout péter. suppose qu'elle aura Ah là du là. mal à s'exprimer. Je suppose qu'elle aura du mal à s'exprimer au vu de sa saison, c'est tout. Euh, Fais-moi douter, fais-moi douter, madame. ouais, non mais c'est ça, Faites-moi tu vas douter. voir, quand elle va être championne du monde, je t'enverrai un message. Je vais recevoir un message. Le chat Euh, noir. L'équipe de France, une belle équipe de France au départ, avec Marion Bunel, Léa Curigné, Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Kerbol, Juliette Labousse, Evita Musique et Jade Viel. Clairement sur le papier, c'est des filles qui ont déjà des beaux palmarès et des beaux résultats. À voir comment tout ceci va s'articuler, pardon. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'équipe de France peut croire à une médaille d'une de ses filles? Et si oui, comment faire? Parce que même si les noms sont assez brillants, clairement, nous, on n'a pas Kopecky, on n'a pas Demi Vollering, donc il va falloir essayer de manœuvrer correctement. Ouais, on a quand même deux belles leaders en la personne de Juliette Labou et puis surtout de Evita Musique. Evita Musique qui est quand même une grimpeuse, mais que je trouve une coureuse qui a un sacré finish, qui a, on le rappelle, battu Demi Vollering cette année sur une étape au finish, au punch. Donc je pense que ça devrait bien lui convenir. Là où j'ai un petit peu peur, juste, c'est qu'effectivement, le début de circuit avant les deux bosses est assez sinueux. Il faudrait être bien placé et c'est quand même pas son point fort à Evita Music, le placement. Donc ouais, est-ce que ça va pouvoir le faire? Je sais pas. Juliette Labousse, j'ai quand même du mal à y croire. Elle est quand même un petit peu rentrée dans le rang depuis le Tour de France. Il faudrait vraiment Elle a pas fait un gros chrono, hein. Excuse, je te ouais. coupe, mais elle fait 9e du Mm, mm. chrono et pour rappel, elle avait fait 4e au JO et c'est peut-être aussi révélateur d'un état de forme un peu en phase descendante sur la fin de saison là. Bah ouais, elle a quand même craqué sur le Tour, au Tour de Romandie. Elle était quand même pas au top, donc et puis pas une grosse puncheuse aussi, Juliette Labousse. Donc je sais pas, il lui faudra en tout cas anticiper parce que je pense qu'attendre le dernier tour elle pourra jamais suivre à mon avis, hein, les toutes meilleures. Donc je crois plus en musique qui est la vraie leader de cette équipe de France. Ouais, pour moi qui peut aller chercher un résultat.
Ouais, j'ai juste Ok. peur de ce Bon. placement, mais Ouais. sinon, voilà, c'est peut-être bien la seule dans cette équipe et il faudra pour moi faire bloc autour de Evita Music en envoyant peut-être d'autres filles, voilà, devant dans des coups. Ouais, c'est notre chance un petit peu d'exister, Mm. peut-être essayer de suivre en fatiguant les adversaires, voilà, mais elle a un bon punch, donc gagner, ça va être très compliqué. Voilà, peut-être un podium, mais bon, c'est un podium au championnat du monde, ça s'oublie assez vite. J'y crois assez peu pour la gagne quand même, mais il faut concentrer nos forces sur musique. Je pense que c'est notre seule chance de faire un résultat. Poppy, es-tu du même avis? Oui, je suis du même avis. Il faut appuyer sur Evita Music pour ces championnats du monde. Juliette Labous, pour moi, c'est pas un parcours qui lui convient. Voilà, elle est plutôt axée sur vraiment la pure grimpe et ce côté un peu ascension très courte et assez raide. Je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour elle, en tout cas pas face à des coureuses comme on a là, bah, voilà, on les a dit, hein, Vollering, Kopecky, etc. Et c'est pour ça que voilà, Evita Music, c'est vraiment pour moi la numéro une dans cette équipe de France. Il va falloir, comme un Laetitia, qu'elle se place bien dans les moments clés de la course, parce que si ça part et qu'elle est trop loin, bah, ça peut vraiment être décisif et ça peut lui mettre sa course en l'air. Donc il va falloir faire vraiment attention à ça. Après, on a quand même une équipe de France qui est là aussi pour essayer de bien la placer. Voilà, Juliette Labous a expérimenté des courses comme ça, donc elle va elle va pouvoir essayer aussi de l'emmener et d'être un peu une rampe de lancement, ou du moins être une rampe de placement plutôt pour Evita Music. Mais en tout cas, on a une belle équipe de France qui peut aller chercher un bon résultat et puis j'ai envie d'y croire pour Evita Music moi aussi. Ok, eh ben c'est noté. Avant de passer à la Mm. présentation de la course des garçons, quand même une dernière question sur cette formation française. Quid de Pauline Ferrand-Prévot? Euh, Moi, j'ai quand même été hyper surpris de la voir sur la liste de départ. Il faut savoir qu'elle n'a pas couru une course dans le peloton professionnel depuis 2018, mis à part des championnats de France en 2019 et en 2021. Ça fait quand même 6 ans. On sait à quel point elle a brillé en VTT avec le point d'orgue de sa carrière à Paris et cette médaille d'or olympique. Elle a signé chez la Team Visma Lease a Bike pour les 3 saisons à venir. Elle veut gagner le Tour de France. Euh, Bah, je sais pas, clairement comme ça, direct, bam, sélectionné en équipe de France sur le championnat du monde. En fait, je sais pas trop quoi y penser. Je sais pas trop si j'ai envie de dire ce que je pense sur le sujet, mais Ouh là là globalement, là là. non, mais je trouve pas. Voilà, non, mais après, c'est comme une fierté pour des filles de courir en équipe de France. Il y a des filles, voilà, Ouais. qui travaillent toute l'année et même qui sont prêtes à venir sur un championnat du monde en équipier juste pour, voilà, bah, travailler pour leur leader, porter le maillot, essayer de porter la France au plus haut. Et bon, on va pas se le cacher, Pauline Ferrand-Prévot, elle va pas être championne du monde. Elle a pas fait une course sur route depuis longtemps. On l'a vu en VTT, elle a lâché un petit peu depuis son titre olympique. Bon, c'est chouette qu'elle revienne à la route, mais je pense que voilà, elle revient à la route pour l'an prochain et je vois pas tellement l'intérêt de s'aligner si ce n'est de prendre une place à une fille qui aurait peut-être mérité et aurait eu envie de représenter les couleurs de son Mm. pays. Donc, j'ai rien contre Pauline Ferrand-Prévot, mais là pour le coup, je suis un peu triste de l'avoir dans. Enfin, bon, ce serait un énorme exploit du jamais vu à mon avis de l'avoir brillé et je pense pas que ça va arriver. Donc, si c'est pour l'avoir rapidement bâché sur cette course, je comprends pas trop. Donc, enfin, je comprends pas trop cette sélection, donc c'est pas un truc qui me fait vraiment kiffer, on va dire. C'est pour le papier quoi, c'est pour qu'il y ait le nom sur le papier, Non, mais ça pour c'est très bien, mais bon, rêver la bête de compétition. il y a d'autres Non filles mais qui auraient oui, mérité, quoi. oui bien sûr. Non mais je suis d'accord complètement. Je pense qu'il y en a d'autres qui méritent beaucoup plus leur place et voilà, certes elle a des très bons résultats en VTT, etc. Mais voilà, elle a pas fait une course sur route depuis 6 ans. Faut quand même le dire. Et je pense que là, ouais, c'est un peu, pour moi, c'est vraiment pour mettre le nom sur le papier, quoi, et se dire, voilà, une fois en prévôt, elle revient sur la route et du coup, elle a sa place dans cette équipe de France. Je suis pas très d'accord avec cette idée-là. Je pense plutôt que, comme a dit Titien, il y a d'autres filles qui auraient mérité d'être à sa place. Pour samedi, donc ouais, bon, c'est comme ça, hein, c'est pas nous qui faisons les choix malheureusement. Ouais, on a compris que tu voulais te porter candidat, Poppy. Bon, bientôt. On note. On note. Non, mais effectivement, moi je vous rejoins, choix surprenant et si j'étais
une fille à la porte de l'équipe de France, j'aurais quand même bien les boules. Sur ce, on peut enchaîner en parlant de la course des messieurs qui s'annonce tout bonnement incroyable. On a une très très grosse start list avec des très très grosses équipes, des outsiders en veux-tu en voilà. Une équipe de France aussi qui a mine de rien une belle petite équipe, hein, comme d'habitude, et vu le dernier championnat qu'ils nous ont fait aux Jeux Olympiques, on peut s'attendre à tout. Bon, clairement, on va pas se mentir, il y a quand même deux gros favoris qui se dégagent là sur ce championnat. C'est Remco Evenepoel, on en a parlé, il a remporté le chrono au JO, il a fait même le doublé chrono course en ligne. Il a déjà été champion du monde, il sait comment faire, c'est un parcours qui convient parfaitement, je pense, à ses caractéristiques. Donc il va être hyper costaud, et l'autre hyper costaud, forcément, c'est celui qui a mis une volée à tout le monde cette saison. Clairement, il est au-dessus vraiment. Alors, j'ai pas recompté, j'ai pas actualisé son nombre de victoires là, mais c'est toujours incroyable. 925. Tadej Pogačar juste sur la saison, il est vraiment fort. Tadej Pogačar qui en cette saison 2024 a absolument réussi tout ce qu'il a entrepris. C'est un de ses objectifs d'être champion du monde. Et clairement, ces deux noms, ça fait un petit moment quand même qu'on les attend à se bastonner sur une course. Vraiment sur une course d'un jour en tout cas, hein. On a vu sur le dernier Tour de France que Pogačar sur les 3 semaines et en haute montagne était encore supérieur à Remco. Mais voilà, sur un profil type Liège-Bastogne-Liège où par 2 fois on n'a pas pu avoir l'affrontement attendu. Là, on va l'avoir ce dimanche et ça va être hyper intéressant d'observer ces deux coureurs et voir un petit peu qui va l'emporter l'un sur l'autre. Je vous laisse du coup me donner votre avis. Alors avant de dire Team Poggi ou Team Remco, peut-être plus qu'on regarde un petit peu les forces et les faiblesses s'il y en a de chacun. Ah oui, bon c'est les deux grands favoris, on va pas se le cacher, et ça fait plaisir, ça fait longtemps en fait que j'attends un duel entre Remco Evenepoel et Tadej Pogačar sur une grande classique ou un championnat du monde au top de leur forme. À chaque fois ça a été gâché sur des Liège-Bastogne-Liège. Cette année c'était Remco qui avait abandonné, l'an dernier c'était Pogačar. Le championnat du monde que Remco gagne, je pense que Tadej Pogačar en Australie était pas vraiment à 100% de ses capacités. Aux Jeux Olympiques, Tadej Pogačar était pas là, donc voilà, c'est dur de les situer les uns par rapport aux autres. Bon, on a vu quand même que sur l'année, notamment sur le Tour de France, Tadej Pogačar était au-dessus de Remco, mais voilà, effectivement, en tout cas, c'est les deux grands favoris, donc t'as parfaitement résumé. Les forces en présence, écoute, moi la Slovénie, j'ai pas vraiment d'inquiétude. On parle quand même de Primoz Roglic comme équipier de luxe, de Matej Mohoric, de Jan Tratnik ou de Domen Novak. Quand je vois ces mecs-là et quand je vois par exemple ce qu'a fait un Domen Novak sur un Liège-Bastogne-Liège où clairement il a mis tout le monde dans le rouge pendant 30 km, s'il est au même niveau, il va faire très très mal. Un Mohoric pour contrôler, un Roglic également en équipier de luxe, ça peut être très très bon. Donc Tadej Pogačar côté slovène, c'est pas du tout la plus grosse formation pour moi, mais j'ai pas tellement d'inquiétude pour lui sur sa capacité à être emmené jusqu'aux 2 derniers tours pour ensuite mettre sa sacoche. Et puis du côté de la Belgique, forcément une très très grosse équipe, j'ai envie de dire pour le coup plutôt une équipe de dynamiteurs, des mecs qui vont pouvoir attaquer de loin, parce que je pense que c'est ce dont aura besoin Remco, hein. On connaît des Van Gils, des Hermans, des Benoot, des Stuyven, tout ça c'est pas vraiment des coureurs qui vont faire un gros train, mais pour moi c'est des coureurs qui vont lancer la course de très très loin et essayer justement de faire travailler cette équipe slovène pour essayer d'isoler Tadej Pogačar, créer une course de mouvement, l'obliger à se dévoiler, et je pense que c'est comme ça qu'ils vont courir. Alors, je pense quand même qu'entre les deux, avantage Pogačar, qui est le coureur de l'année, hein, on va pas se le cacher, le doublé de Giro Tour, c'est incroyable. Enfin, il a tout gagné, tout dominé. Il s'est montré largement supérieur à Remco sur le Tour de France, donc ça reste quand même si c'est les deux favoris, Pogačar un tour en dessous, il vient quand même d'éclater la concurrence sur le Grand Prix de Montréal, même si je pense qu'il est dans une moins grande condition qu'il a été sur le reste de l'année, sur sa classe. Il est impressionnant. Moi, j'ai juste un petit peu peur pour Remco Evenepoel, qu'il est autour de Grande-Bretagne. Alors certes, c'était déjà 2 semaines et demie, 3 semaines, il m'a quand même semblé encore un petit peu en retrait. Alors je doute pas qu'il ait bien progressé d'ici là, mais
est-ce qu'il a pas non plus gagné ce contre-la-montre sur sa classe parce que tout simplement c'est le meilleur rouleur du monde et que il savait être prêt le jour J. Est-ce que finalement il arrivera encore à être à un niveau de forme énorme pour rivaliser en tout cas avec Pogacar? J'ai peut-être un petit peu peur d'être déçu là-dessus, mais sur le papier effectivement voilà, c'est Pogacar le favori avec sa grosse armada pour j'ai envie de dire rouler comme un rouleau compresseur toute la journée et pour le lancer dans les 30 derniers kilomètres. Et pour moi, Evenepoel, qui est son plus sérieux outsider avec une équipe de dynamiteurs, la Belgique, pour qu'Evenepoel fasse travailler la Slovénie et puisse calquer sa course sur Pogacar et pouvoir s'économiser par rapport à lui. C'est un peu comme ça que je vois les choses de mon côté. C'est un beau duel, c'est un bon gros duel qu'on a attendu, je pense, sur une course d'un jour comme ça. C'est vrai qu'en plus les deux équipes sont assez. Alors, je pense que l'équipe de Belgique est quand même un poil au-dessus, mais on a quand même deux belles équipes pour Remco et puis Tadej. On sait que Tadej, voilà, c'est quand même un coureur qui aime bien aussi faire cet effort solitaire et attaquer de loin. Remco a ce côté-là aussi. Moi, j'ai toujours l'image de Remco sur Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans, il me semble, où il met une pétée à tout le monde, mais c'est exceptionnel la puissance qu'il développe. Voilà, il va falloir que Pogacar soit capable de lâcher Remco. C'est pas dit qu'il y arrive. Honnêtement, sur un parcours comme ça, c'est pas dit qu'il réussisse. C'est aussi un parcours très très long. Voilà, où la fraîcheur, je le disais tout à l'heure, la fraîcheur va beaucoup rentrer en compte. Mais voilà, c'était deux très bons gestionnaires de leurs efforts, c'est deux très bons attaquants, c'est deux très bons rouleurs aussi. Ils sont très intelligents en course. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de points sur lesquels ils sont assez similaires et je pense qu'on aura vraiment un très très beau duel. L'équipe de Belgique a aussi de très belles cartes potentielles pour aller justement dynamiter cette course. En fait, c'est euh, c'est une équipe un peu, ce serait un paquet d'explosifs quoi. L'équipe de Belgique avec un énorme pétard qui est Remco Evenepoel, mais c'est un paquet d'explosifs où il va falloir vraiment faire attention. J'adore l'image. Un montage, tu sais, avec, avec les têtes des gars dessus. Non, mais voilà, c'est un énorme paquet d'explosifs qui est prêt à complètement faire exploser et à dynamiter cette course. Et voilà, il y a quand même Maxime Van Giels qui est là, Tige Benoît, Tim Wellens aussi qui est présent, Campenars qui a gagné l'étape sur le Tour cette année. Voilà, il y a beaucoup de noms qui sont capables d'emmener Remco Evenepoel. Et puis voilà, Pogacar, on le connaît, hein, le petit cannibale, je sais pas comment vous l'appeler, mais en tout cas c'est un vrai ogre avec des coéquipiers aussi assez sympa, hein, Mohoric, Roglic, on l'a dit tout à l'heure avec Novak ou Tratnik. Donc voilà, deux équipes, deux armadas qui pour moi se valent très très bien et deux géants qui ont un niveau qui est très 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 similaire. Franchement, je ne saurais pas dire qui va gagner cette course parce que pour moi, c'est, on le saura qu'après à ligne d'arrivée, j'ai envie de dire. Je me mouille pas trop là-dessus. Ouais, il y a une question que je me pose, c'est bah là pour le coup, Remco, sur les derniers championnats qu'il a gagnés, il y avait Van Aert. Et il a pu bénéficier du truc de bah moi j'attaque et puis il y a Van Aert au sprint derrière. Alors ça, c'est pas ça qui l'a forcément aidé par exemple à ne pas rouler dans un groupe de tête en me disant il y a Van Aert derrière, mais le leadership était partagé et lui il savait que de toute façon fallait attaquer de loin parce que c'était aussi le jeu de l'équipe. Là il va forcément aussi devoir attaquer de loin pour espérer l'emporter, mais je sais pas en quoi du coup le fait d'être le seul pion de la formation, alors il est habitué hein, tout le long de l'année dans son équipe de marque, mais je me demande à quel point ça peut changer quelque chose ou pas dans l'approche de Remco sur sa course. Moi je pense qu'il faut pas qu'il change de tactique parce qu'on a vu que la tactique qui réussissait c'était quand même de flinguer au moins une fois de loin et puis de reflinguer après. Mais voilà, la difficulté c'est si il a un coureur avec lui de la trempe de Pogacar, comment Remco peut-il s'en débarrasser? Et moi je pense quand même qu'il risque d'être un peu coincé là-dessus. Bah c'est ça, je suis bien d'accord en fait, et c'est pour ça qu'il faut que Remco il utilise au maximum son équipe et pas comme un rouleau compresseur, parce que
En fait, pour moi, Remco, je le vois pas supérieur à Tadej Pogacar. J'ai pas en tête cette image de Remco Evenepoel qui c'est jamais arrivé, je pense, hein, de Remco Evenepoel qui lâche Tadej Pogacar. Alors oui, Non, je crois pas. il y a ce mondial 2002, mais je pense que Ouais, Tadej mais Pogacar était pas du tout à son top niveau à ce moment-là. Il sortait d'un Tour de France difficile où il avait un peu subi et puis il se mettait en condition pour les classiques italienne, là où Remco sortait d'un Tour d'Espagne incroyablement victorieux, on va dire, et voilà, enfin, il était dans une super lancée. Donc là, pour le coup, ils ont un peu suivi le même calendrier, ils ont fait le Tour de France, etc. Moi, je pense que même que Pogacar s'est parfaitement préparé, il a pas fait les JO, etc. Il a pu se reposer et reprendre un cycle. Donc, c'est la première fois finalement que Remco arrive sur une course face à un Tadej Pogacar également, lui, qui a fait de cette course, qui a ciblé cette course. C'est vraiment la première fois qu'on va avoir ce duel à 100%. Et donc, ouais, enfin, toutes les images que j'ai, c'est plutôt Pogacar qui lâche Remco plutôt que Remco qui lâche Pogacar. Donc, j'ai envie de dire que sa chance à Remco Evenepoel, ça va être de créer des mouvements de course avec son équipe. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et ils ont l'équipe pour. Et pour moi, à partir de 150 km de l'arrivée, il faut que les Belges rendent la course difficile. Il faut qu'ils fassent travailler les Slovènes. Et il faut qu'au bout d'un moment, les Slovènes soient à court de munitions, j'ai envie de dire, et que Pogacar doive faire l'effort lui-même pour que Remco, lui, puisse calquer sa course là-dessus et puisse essayer à un moment de contrer Tadej Pogacar. Parce que dans un contre 1, je suis pas sûr que Remco Evenepoel se mette dans une position de facilité, étant donné qu'en plus, je pense qu'il est un petit peu inférieur aux Slovènes sur le sur le sprint, pardon. Donc, ouais, et il doit jouer là-dessus, il doit courir en patron de son équipe, mais utiliser son équipe au maximum pour user la Slovénie et puis d'ailleurs les autres adversaires, même si je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, pour que Pogacar se fatigue et puis qu'il puisse jouer sur cette endurance qui lui caractérise si bien Remco Evenepoel dans la dernière partie de course. Donc je pense qu'on va avoir une course très très animée pour ma part, que la Slovénie, ce sera vraiment à eux de contrôler la course. Je pense qu'ils ont un bon matériel, mais pas encore incroyable, même si Roglic c'est quand même un super lieutenant de luxe. Mais que les munitions peuvent vite s'épuiser si la course devient infernale et c'est là-dessus que Evenepoel il peut avoir Pogacar. Pour moi, ce sera pas à la force pure, mais ce sera à ce côté tactique et je m'économise et j'oblige mon adversaire à travailler pour essayer de le contrer à un autre moment. Je n'ai rien à dire de plus. Titien, enfin, t'as tout dit. Ouais, honnêtement, t'as tout dit. Il faut Eh bien ben, utiliser son équipe pour Remco, sinon oui, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ouais, faut bien utiliser son équipe. eh ben, on va pouvoir enchaîner du coup sur les outsiders. Alors, on en a choisi un chacun à présenter. Bah, du coup, Poppy, je vais te laisser présenter. Toi, ton outsider, le nom auquel tu penses, bah voilà, qui pourrait faire trembler, pourquoi pas, ou tactiquement faire la différence pour l'emporter. Et bah oui, bah j'ai pris un coureur que dans un ancien top 10 des étoiles filantes, si tu te souviens, C'est Titien, je vrai, l'avais c'est mis en vrai. numéro 1. Et là, je le ressors en outsider des championnats du monde 2024. Et bah j'ai choisi Marc Hirschi. Pourquoi Marc Hirschi? Alors déjà, pour ce côté, où il est dans une équipe où pour moi, il est vraiment en électron libre. Voilà, je vois pas comment son équipe va être capable de rivaliser avec des top coureurs ou même des coureurs équipiers. Alors certes, il y a Stefan Kung, mais bon, Stefan Kung, je pense que c'est pas du tout un parcours qui lui convient. Il va pouvoir faire un effort sur une bonne partie de la course, mais au bout d'un moment, il va être vraiment dans le rouge et il va complètement céder. Et Marc Hirschi, c'est un coureur qui, je trouve, cette année a eu un peu un regain de confiance. Alors certes, il gagne sur des courses qui sont pas forcément ultra impressionnantes, hein, mais voilà, il gagne quand même la classique San Sebastian. Enfin, voilà, il a des résultats. Et pour moi, il a retrouvé un élan de confiance, ce qui aide beaucoup dans le vélo. Parce que voilà, la confiance, c'est très pratique pour essayer de gagner des courses et essayer de faire des efforts. Et voilà, Hirschi, on sait qu'il a un très bon punch. Il a été rival d'Alaphilippe pendant quelques années, donc je pense qu'on s'en souvient tous assez bien. Mais voilà, il a un très bon punch. C'est un parcours qui, pour moi, lui convient assez bien. Et ouais, je me dis que quand tu as de la confiance, que tu sais que tu as fait des bons résultats, que les jambes sont pas trop mauvaises, bah en fait, tu te dis, bah, dans un championnat du monde qui est une course où tout peut se passer, tout peut se dérouler et que les scénarios en fait sont jamais figés, bah honnêtement, je vois bien Marc Hirschi aller tirer son épingle du jeu pour pourquoi pas bah, être capable en fait imaginons, je sais pas, t'as Evenepoel, Pogacar qui partent devant et Hirschi se dit, bah attendez les gars, ça bouge pas, moi je suis bien, j'y vais, c'est parti. Et derrière, on se regarde en se disant, bah attends, Hirschi, ça fait des années qu'on l'entend plus, ouais, ok, il est bien, mais et derrière, pourquoi pas. Franchement, Hirschi, j'ai envie de croire à une bonne animation de course et pourquoi pas un bon résultat. Mm.
Bah, moi, je suis assez dubitatif. Alors, il fait une excellente année, Mark Hirschi. Il reste quand même très bon sur des courses qui sont pas des monuments. Il a fait une très bonne Amstel Gold Race, qui est quand même une super course, hein, mais sur des courses finalement où Pogacar et Evenepoel n'étaient pas là, il remporte la classique de Saint-Sébastien devant Alaphilippe. Mais on a bien vu qu'Alaphilippe, rien qu'à Montréal, tenir la route Pogacar, c'était impossible. Voilà, il a gagné toutes les classiques italiennes qu'il pouvait. Il fait une grosse saison. Il fait un Tour du Luxembourg plutôt bon, où finalement il est quand même moins impressionnant que ce que je pensais. En fait, si la course ne se décante pas et que ça arrive groupé sur le dernier tour et que ça se joue sur la dernière bosse ou les deux dernières bosses, je dirais pourquoi pas, mais je pense que ça va pas du tout se passer comme ça et je pense que Tadej Pogacar, il va sûrement pas attendre le dernier tour pour tout casser, etc. Et ni Evenepoel, c'est pas dans leur genre et je pense que sur une course d'endurance, Mark Hirschi, ça va être très très difficile de tenir la roue des deux monstres. Je pense que c'est un des meilleurs punchers du monde. Mais sur une course qui se joue, on l'a bien vu sur le Tour du Luxembourg, il a un punch incroyable, il arrive à lâcher tout le monde et ensuite derrière, il n'arrive pas forcément à enchaîner, etc. Donc j'ai peur que dans une course rendue très difficile et avec le niveau des deux mutants qu'on a devant, ça soit un petit peu difficile pour lui et qu'il rentre un petit peu plus dans le rang. Il est quand même sur le pont depuis l'été. Mark Hirschi a enchaîné les performances incroyables depuis le mois de juillet. Je me demande si ça va peut-être pas être un petit peu une course trop difficile pour lui. Après, il est chez lui en Suisse. On sait que ça va peut-être lui donner un boost mental, etc. Et que le parcours, effectivement, lui convient comme un gant. Mais sur une course d'endurance comme je vois qui devrait se dérouler ici, bah, je le vois un petit peu plier les ailes et alors pourquoi pas pour un top 10, mais je pense que ce sera un petit peu difficile pour lui de rivaliser. Après, on sait jamais, hein, ça se trouve, ça va vraiment se jouer sur la fin et au punch pur, il sera là, mais j'arrive pas trop à y croire là pour ce championnat du monde. Ouais, et puis je pense qu'on se laisse un peu avoir par ces 5 succès C'est de suite là. possible aussi, hein. Et du coup, ça crée un peu un truc autour de Hirschi qui fait que on se dit ah bah ouais là il arrête pas, il enchaîne, il est en forme. Alors ouais, c'est sûr que c'est bon pour la confiance. Il va arriver sur un championnat du monde à domicile, donc ça va aussi, je pense lui donner des ailes. Et puis quand il aura mal aux jambes, c'est sûr que ça pourra le porter. De là à aller battre Pogacar et Evenepoel, il y a quand même un monde. Donc ouais, moi je pense que quand même c'est pas un coureur qui a cette trempe là en tout cas pour aller les chercher et c'est vrai qu'avec cet enchaînement de victoires et ces enchaînements de courses, peut-être qu'il arrive au bout de son pic de forme. On l'a vu un peu plus en retrait comme vous l'avez dit sur le Tour du Luxembourg et peut-être que finalement sa forme est arrivée à peine tôt, mais en tout cas c'est ça qui lui donne sa confiance. Donc bon, à voir. En tout cas, je pense qu'il sera forcément aux avant-postes. Titien, toi tu voulais nous présenter, ni plus ni moins que le champion du monde en titre. Bah oui, quand même, il faut l'évoquer, le vainqueur sortant, Mathieu Van Der Poel, qui avait été impressionnant, qui avait écrasé littéralement les championnats du monde l'année dernière et qui lui allait, dire comme un gant. Un parcours qui convient à Mathieu Van Der Poel, mais qui me paraît quand même très compliqué dans la répétition des efforts pour un coureur qui n'est quand même pas un grimpeur. Un Van Aert, il aurait été sur la course, j'aurais dit pourquoi pas un Van Der Poel, ça risque quand même d'être difficile, mais d'expérience, il faut jamais éliminer ces super champions qui savent se dépasser et parfois nous montrer des surprises, des choses auxquelles on s'attend pas. Donc Van Der Poel, en tout cas, on peut dire que il aura tout fait pour bien préparer cette échéance, puisqu'on l'a vu sur le Tour du Luxembourg à un excellent niveau quand même. On sent qu'il a perdu quelques kilos par rapport à son printemps où il était hyper musculeux pour les pavés, etc. On l'a vu sur Paris-Roubaix, c'était un monstre de puissance. Là, on sent qu'on a retrouvé peut-être un petit peu le puncher des premières années, des années 2019 à 2021, où voilà Van Der Poel sur des bosses comme Mur de Bretagne, etc. Sur l'Amstel Gold Race, il volait littéralement, etc. On sent qu'on a le retour du très très grand puncher qui est Mathieu Van Der Poel. Bon, on l'a bien vu il s'est rassuré qu'un succès sur la première étape. D'ailleurs, c'est peut-être son dernier jour avec le maillot de champion du monde sur le Tour du Luxembourg et ça se conclut par une victoire. Donc je trouve ça assez beau. Et puis derrière, il a quand même montré une bonne forme. Chaque jour, il était là. Même dans la répétition des efforts, il était là. Et puis on voit son accélération. Là, je sais pas si vous avez vu la dernière étape du Tour du Luxembourg, mais dans la dernière bosse, comment il décolle tout le monde. Donc
En tout cas, il a fait tout ce qu'il fallait pour être au rendez-vous et pour pouvoir défendre son titre. Est-ce que ça suffira? Je pense pas. Je pense que ça va être très très compliqué face à Pogacar et Evenepoel qui sont quand même deux monstres et le circuit est un peu trop typé grimpeur, mais dans un scénario où les deux se regardent, où finalement sont pas si forts que ça à ce moment-là de l'année, enfin, voilà, un Pogacar, il a pas non plus remporté Montréal avec 2 minutes sur tout le monde, hein, donc on n'est pas voilà à l'abri d'une course où c'est plus tactique qu'autre chose et où ça se regarde et où il y a un regroupement dans le final et puis Van Der Poel qui se serait accroché serait là aussi. En tout cas voilà, il est en grande forme, il a tout fait pour être là, ça va être très compliqué mais on n'élimine jamais Mathieu Van Der Poel. Moi je le vois quand même plus favori par exemple pour une 3e place pour régler un groupe qui serait à une trentaine de secondes, 1 minute, voilà parce qu'il se serait bien accroché que pour gagner mais voilà, grosso modo il a rien à perdre, personne n'en voudra à Mathieu Van Der Poel de pas réussir à gagner sur ce circuit donc j'ai envie de dire qu'il vient sans grande pression et avec une belle équipe des Pays-Bas à ses côtés. Donc, il y a quand même quelques petits pourcentages d'y croire, même si c'est assez faible. Les points positifs pour Van Der Poel, moi je les vois dans sa capacité à savoir se préparer pour un objectif ciblé. Ça, il a montré ces 2 dernières années à quel point il était extraordinairement bon là-dedans. Également, le point positif, c'est, on l'a dit, c'est un parcours qui peut faire penser à Liège-Bastogne-Liège. Alors, il fait 3e de Liège-Bastogne-Liège, mais on sait à quel point il avait été largué dans les côtes les plus difficiles, et puis qu'il est revenu un peu miraculeusement sur la fin pour aller remporter le sprint. Mais tu parlais de sa transformation physique qui va avec sa préparation spécifique à cette course. Hein. Quand on regarde la saison de Van Der Poel après Liège, donc il a en plus sur Liège-Bastogne-Liège, il arrivait quand même en fin de période de classique. Ça faisait 1 mois qu'il était à bloc tous les week-ends. Donc clairement, il n'était pas au top de sa forme. Il avait laissé pas mal de plumes. Après, il y a 2 mois sans course. Il revient sur le Tour de France, mais comme il l'a abordé sur ses 2 dernières saisons pour faire des kilomètres et puis pour faire un peu des efforts. Et puis où clairement on a vu là avec le Tour de Luxembourg qui nous fait qu'il a monté en puissance et qu'il arrive au top et physiquement je pense beaucoup plus prêt que sur Liège-Bastogne-Liège à affronter ce dénivelé. Mais ce dénivelé, ça reste quand même le point d'interrogation et voilà, et ça reste le point faible de Van Der Poel sur un parcours comme celui-là. Ou dans quelle mesure est-ce qu'il pourra être aussi performant sur le dernier tour après tous ces kilomètres de montée et surtout quand Remco, Pogacar accéléreront, est-ce qu'il pourra à la fois suivre et puis tenir? On sait que Van Der Poel, ça peut être un coureur qui explose parfois, donc pourquoi pas si ça attaque à 2-3 tours de l'arrivée, qui tienne et puis d'un coup après avec l'enchaînement d'ascension exploser complet. Donc on va voir, mais en tout cas ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va courir et en fonction de sa perf aussi, ça pourra donner des perspectives futures sur voilà, on en a déjà un petit peu parlé, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais sur pourquoi pas aller gagner un Liège-Bastogne-Liège, voir un Tour de Lombardie pour remporter tous les monuments. Ce genre de course peut nous donner une réponse, je pense. Clairement, ça va être sympa. On peut pas l'oublier, Mathieu Van Der Poel dans une course comme ça. C'est le champion du monde en titre. Donc évidemment que son nom, il prend de la place dans un peloton. Après, oui, c'est vrai que le dénivelé lui correspond pas forcément, mais après, certes, ça lui correspond pas, mais c'est une course qui va être longue, qui va être difficile. Donc sur ces efforts-là, Mathieu Van Der Poel, on sait qu'il est très très résistant et très à l'épreuve de ce genre de choses. Mais voilà, il reste quand même un cran en dessous de Pogacar et Evenepoel à leur au moment où on parle. Donc, ce sera, je pense, un petit peu compliqué pour lui et ça sera trop compliqué, comme vous l'avez expliqué. Surtout qu'en plus, dans son équipe, il y a Sam Oomen. Donc, pourquoi mettre Van Der Poel en leader quand tu as Sam Oomen dans ton équipe? Ah ouais, là j'avoue, c'est vrai Eh oui. on n'avait pas pensé à ça. Moi, messieurs, je vais vous présenter Matteo Jorgensen. Enfin, vous présenter. Je pense que vous le connaissez quand même. Tous les spécialistes qui ont suivi la saison l'ont vu, que ce soit sur Paris-Nice, sur les Flandriennes, sur le Tour de France, sur le Dauphiné. Il a brillé absolument partout. Il fait une saison juste incroyable. Et clairement, c'est le genre de coureur qui
qui va oser partir, qui va oser sortir de loin. Je crois que c'est sur le Grand Prix de Québec où il tente un truc dans le final. Là sur les classiques canadiennes. Il est encore en jambes. Alors, est-ce qu'il sera encore en jambes dimanche après la saison qu'il vient de faire et à quel point il a enchaîné les courses? Ça reste à voir, mais en tout cas, ce coureur est a tellement de qualité que sur un championnat du monde, il est clairement pas écarté. Et je pense que ça peut être une bonne surprise de le voir à la lutte dans le final. Ouais, on peut pas. Moi, je pense également qu'il est un petit peu sur la pente descendante. Il a essayé de suivre Pogacar sur le Grand Prix de Montréal et finalement, il a eu une fin de course un peu plus difficile. Malgré tout, il fait une excellente saison. Donc, ouais, Matteo Jorgensen, forcément, c'est un outsider. Ça risque quand même d'être difficile. C'est un de ces coureurs qui devra anticiper. Parce que c'est pareil, je le vois incapable de suivre Pogacar et Remco si ça se déclenche de loin. Donc, mais il est très solide. Enfin voilà, tout au long de l'année, il a fait que m'étonner, vraiment que m'étonner. Il a passé 3-4 paliers cette année, vraiment, il est impressionnant. Donc oui, c'est un mec qu'il faudra pas sous-estimer. Il vient avec une bonne équipe américaine en plus à ses côtés. Donc il devra suivre les mouvements pour moi, mais voilà, c'est également le genre de coureur qui devra un petit peu être malin et essayer de prendre un coup d'avance pour ensuite passer avec les tout meilleurs. Mais j'ai un petit peu peur quand même que après une grosse saison, ça soit difficile pour Matteo Jorgensen. Donc à voir, mais forcément c'est un nom auquel on pense. Ouais, on y pense forcément, et tu as dit Titien, ça a été une très grosse saison pour lui. Il a commencé sa saison au mois de mars et il a pas vraiment eu de pause, hormis durant le mois de mai. Donc voilà, Jorgensen, il arrive pas en gros favori, bien sûr, mais il arrive évidemment en tant qu'outsider, on peut pas l'oublier. On sait de quoi il est capable sur un parcours comme ça qui peut grandement lui convenir à lui qui est un grimpeur, mais aussi on l'a vu qui peut être un bon puncher. Il finit dans le top 10, il me semble, des Jeux Olympiques aussi. Donc voilà, ça peut le faire pour le Matteo Jorgensen. Va falloir être intelligent. Il a une équipe qui est pas trop, j'ai envie de dire pas trop mauvaise, c'est un peu dénigré, mais voilà, il a quand même une équipe qui est pas mal autour de lui pour assurer ses arrières. Donc non, franchement, Jorgensen, il peut peut-être sortir un bon coup en allant chercher un podium. En tout cas, il a la capacité et le niveau pour y aller s'il est pas trop cramé de sa saison, même si je pense que voilà, ça commence à retomber là et ça sera peut-être un peu juste, mais en tout cas, c'est un nom, bien sûr que c'est un nom à évoquer. Messieurs, avant de se quitter, parce que là je suis en train de voir qu'on fait une preview XXXXL. Ouais, là c'est incroyable. Hein. Mais Mais en bon, même temps, voilà, il faut. Hein. c'est le mondial, on parle des hommes et des femmes, donc forcément on a pas mal de choses à dire. L'équipe de France, il y a une belle équipe hein, quand même, avec de l'expérience, Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Julien Bernard, la fougue de la jeunesse avec le talent de Romain Grégoire, et puis des valeurs sûres comme Valentin Madouas, David Gaudu qui nous a fait plaisir sur la Vuelta, qui a levé les bras sur le Tour de Luxembourg, qui arrive plein de confiance, Rudy Mollard, 3e à Québec, magnifique, et Pavel Sivakov, lui aussi auteur d'une très belle Vuelta. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que les courir, oula, je suis un petit peu fatigué hein, après 7h30 là. La fringale arrive, la fringale. Voilà, la fringale, c'est Attention. taille. J'ai des gels pas loin, je crois, je vais peut-être en prendre un. Comment doivent courir les Français pour pouvoir être médaillés sur ce championnat du monde parce que clairement, s'ils attendent que Pogacar ou Remco attaquent et qu'ils essaient de les suivre, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Je kiffe cette équipe de France. Vraiment, je pense qu'on va être la nation qu'on va le plus voir sur ce championnat du monde. Il va y en avoir de partout. Thomas Vauclair, c'est un excellent sélectionneur. Je pense qu'on va en mettre de partout pendant toute la course. C'est notre seule manière de toute façon d'exister. On sait très bien qu'à la pédale, ça va être compliqué. Mais pour moi, des mecs comme des Sivakov, des Grégoire, des Valentin Madouas, tous ces coureurs-là, c'est des mecs qu'on doit à partir d'une centaine de kilomètres de l'arrivée, doit avoir sans cesse attaqué, se glisser dans les coups, essayer de créer un maximum de courses de mouvement. Pareil pour Romain Bardet. Et puis on doit garder en réserve nos deux leaders, j'ai envie de dire, sur ce parcours que sont Julien Alaphilippe et surtout David Gaudu, qui est pour moi la meilleure carte française. David Gaudu, qui doit également jouer l'anticipation parce qu'il
qu'il peut pas non plus attendre l'attaque des deux gros, hein, sinon il les suivra pas, mais il a retrouvé, je trouve, un niveau de forme assez exceptionnel. Il a quasi retrouvé la meilleure forme de sa carrière. J'ai trouvé très très fort sur le Tour du Luxembourg. Et moi, c'est limite derrière les deux favoris, alors loin derrière quand même, hein, mais c'est le coureur auquel je crois le plus sur ce championnat du monde. Je dis pas que David Gaudu va revêtir l'arc-en-ciel dimanche prochain, mais je trouve qu'il est mis en confiance. Si, j'ai noté. Non, mais je trouve vraiment qu'il est remis en confiance par sa victoire, par son excellente Vuelta. Je m'étonnerais pas qu'il nous sorte un peu une fin de saison alors toute relative évidemment, à la Pinot 2018. La concurrence n'est plus forcément la même, mais je pense qu'après une 2 tiers de saison passée dans la galère, il est trop content, David Gaudu, d'avoir retrouvé le niveau, et il a un boost mental et un physique incroyable en ce moment, et si les Français font une super course à essayer d'attaquer sans cesse, je vois bien David Gaudu pouvoir en profiter, et alors gagner ça va être très dur, mais en tout cas figurer dans le final, et pourquoi pas aller chercher même une médaille. C'est pour moi notre meilleure chance, parce que Alaphilippe il a retrouvé un excellent niveau, mais sauf s'il arrive à anticiper. On a bien vu à Montréal, hein, qui est une course assez similaire à ce qu'on va retrouver sur ce mondial, que il est très fort Alaphilippe, mais pour suivre un Tadej Pogačar, ça va être mission impossible. Donc ouais, je miserais plus sur Gaudu, mais en tout cas cette équipe de France, je kiffe, et je pense qu'ils vont sans cesse sur les 150 derniers kilomètres attaquer, créer des coups. Ils ont que des punchers, des mecs qui savent partir de loin, qui ont du panache, et voilà. Donc ouais, pour moi on va être la nation qui va sans cesse relancer, sans cesse créer du mouvement, et qui va rendre ces championnats du monde incroyables. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'être à cette course, c'est que je pense que sur les 3 dernières heures de la course, on va absolument pas s'ennuyer, en partie grâce à cette équipe de France qui devrait ce serait très décevant qu'on soit dans une logique de protection de nos leaders sans rien tenter, parce qu'à ce compte-là, je pense qu'on gagnera rien. Donc je nous vois vraiment enflammer la course. Non, clairement. Et puis en plus, cette équipe de France, au-delà d'être belle, je trouve qu'elle a un côté où, tu vois, avec Thomas Voeckler en tant que sélectionneur, on est toujours là dans les bons coups et pour faire les bons résultats. Et même si on n'a pas forcément les meilleurs coureurs, on arrive quand même à faire des belles choses. Donc, vraiment, je suis d'accord avec toi. Si on a beaucoup de raisons d'y croire à une belle course de cette équipe de France, qui en plus nous ont fait des super Jeux Olympiques, qui sur les 4 dernières éditions des championnats du monde, et ben on est 3 fois sur le podium, dont 2 fois victorieux. Voilà, honnêtement, on a tout ce qu'il faut pour réussir, et on a surtout des profils très variés et capables d'être là sur différents échelons de la course. Je pense à des mecs, voilà, comme Romain Bardet, qui peut aller partir dans une échappée, lui qui est un très bon grimpeur, et qui a aussi envie de s'amuser un peu pour ces derniers championnats du monde. Julien Lafilippe, qui reste l'un des meilleurs punchers de l'histoire, et qui est capable aussi de bien enflammer les courses. La jeunesse avec Romain Grégoire, qui a envie un petit peu aussi de mettre sa carte. Enfin voilà, on a vraiment plein de profils différents, et tout ça pour entourer, je suis d'accord, un David Gaudu qui est très en forme sur cette fin de saison, et qui pour moi aussi est la meilleure carte du côté de l'équipe de France à avoir. Et puis voilà, on a vraiment une super équipe, et on a de grandes chances de croire à un très bon résultat. Alors si Pogačar et Evenepoel sont dans une forme, j'ai pas envie de dire olympique, mais j'ai envie de dire mondiale, s'ils sont dans une forme comme ça va être impossible de les suivre. Mais voilà, on peut toujours anticiper la course, on peut toujours faire des exploits. Et ouais, franchement, qu'est-ce qui empêcherait un David Gaudu de partir à 30 bandes de l'arrivée? Qu'est-ce qui empêcherait un Alaphilippe de faire tout péter à 70 bandes? Enfin voilà, franchement, on n'est pas à l'abri d'un scénario différent. Et cette équipe de France, elle va avoir vraiment un rôle d'animateur de course. Et je propose un jeu là aux auditrices, aux auditeurs, c'est devine la tactique à Thomas. Voilà, c'est Le jeu. qu'est-ce que va nous inventer Thomas Voeckler pour que l'équipe de France brille à nouveau. On sait à quel point voilà, il est toujours arrivé jusque-là à trouver des trucs, et notamment sur les titres de Julien Alaphilippe, hein, où clairement c'était des scénarios auxquels personne n'avait pensé et qui ont fait mouche. Donc là, moi je suis très curieux de voir avec cette belle équipe comment est-ce que tout ça va s'agencer. Voilà, sachant que ils ont bien réussi sur les Jeux Olympiques l'année dernière au championnat d'Europe, mais ils étaient quand même bien passés à côté des championnats du monde l'an passé. Donc voilà, ça va être intéressant si vous voulez vous lancer dans des scénarios
farfelus, n'hésitez pas. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission là. Merci à toi pour l'animation. Avec grand plaisir. On a été complet, mais avec plaisir comme d'habitude, une belle heure et demie, mais voilà, ça en valait la peine. Et puis voilà, on se retrouve bien sûr pour débriefer tout ça une fois que les 2 courses du week-end auront lieu. On a hâte en tout cas de voir la bataille entre les favorites, les favoris, les Français et les Françaises se placer dans la lutte aux médailles. Et puis bien évidemment, il faudra pour cela penser à s'alimenter, car même et peut-être surtout sur un championnat du monde, la fringalguette. Allez, merci messieurs, merci à toutes et tous, à bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao les copains. Des bisous et allez Romain Bardet.